8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule après avoir plongé l'Europe dans la guerre la plus destructrice de son histoire. Le régime hitlérien s'effondre, laissant derrière lui un pays en ruine et une population qui doit assumer les conséquences de 12 années de dictature. Les chiffres de la destruction sont effrayants. 3,6 millions de logements détruits, 40% du réseau ferroviaire hors service, une production industrielle qui a chuté de plus de 50%. Mais voilà ce qui est remarquable. 15 ans plus tard, cette même Allemagne devient la troisième puissance exportatrice mondiale. Son PIB par habitant triple. Elle produit plus d'acier que jamais dans son histoire. Alors comment un pays a pu se transformer aussi radicalement en si peu de temps ? Ce n'est pas seulement une histoire de chiffres, c'est l'histoire d'un peuple pris entre deux idéologies mondiales. L'Allemagne devient le terrain de jeu de la guerre froide. Pour comprendre le miracle, il faut mesurer l'ampleur du désastre. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'on a appelé en Allemagne l'heure zéro, ou en allemand die Stunde Null. L'Allemagne a mené une guerre totale qui a coûté la vie à 50 millions d'Européens. Le bilan humain allemand est lourd, 5,3 millions de morts, dont une majorité de soldats. Mais le drame continue après la guerre. 12 millions de réfugiés allemands, chassés des territoires de l'Est, affluent dans un pays qui ne peut même pas les nourrir. Dans les camps, les conditions de vie sont terribles. L'hiver 1946-47, surnommé le Hunger Winter, l'hiver de la faim, voit la ration calorique officielle tomber à moins de 1000 calories par jour à Hambourg. L'économie est paralysée. En 1946, la production d'acier, indicateur clé de la puissance industrielle, ne représente que 2,5 millions de tonnes, contre 25,7 millions durant l'avant-guerre. Mais voici un premier détail crucial. Contrairement aux idées reçues, 60% des usines sont encore debout. Le vrai problème n'est pas tant la destruction que la désorganisation totale et une maladie économique mortelle, l'hyperinflation. Le Reichsmark ne vaut plus rien. Une cigarette américaine, la monnaie du marché noir, vaut 15 Reichsmarks. Un kilo de beurre en coûte 500, alors qu'un ouvrier gagne officiellement 200 Reichsmarks par mois. Faites le calcul, son salaire ne lui permet même pas d'acheter 500 grammes de beurre. Dans ce chaos, un groupe social devient le pilier de la reconstruction, les femmes. On les appelle les Trümmerfrauen, les femmes des ruines. Alors que des millions d'hommes sont morts ou prisonniers, elles forment des chaînes humaines pour déblayer, brique par brique, les villes détruites. Un travail colossal qui symbolise la volonté de survivre. Avant toute chose, le pays est sous le contrôle total des vainqueurs. L'administration militaire alliée contrôle l'économie jusqu'en 1948, et certaines de leurs décisions, comme le maintien du contrôle des prix ou le démantèlement d'usines au titre de réparation, ont dans un premier temps retardé la reprise économique. Mais avant de reconstruire l'économie, il faut nettoyer les esprits. Les Alliés lancent la dénazification. C'est une opération titanesque. 13,2 millions d'Allemands doivent remplir un Fragebogen, un questionnaire de 131 questions pour évaluer leur degré d'implication dans le régime nazi. Konrad Adenauer, futur chancelier allemand, déclarait « Nous devons nous débarrasser du passé pour construire l'avenir. » Concrètement, 75% des dirigeants des grandes entreprises seront remplacés. Cette rupture forcée, bien qu'imparfaite, va permettre l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que l'histoire met en place son incroyable laboratoire. Suite à la conférence de Potsdam en juillet 1945, l'Allemagne est partagée en 4 zones d'occupation. À l'ouest, les zones américaines, britanniques et françaises fusionnent progressivement et comptent 39 millions d'habitants. À l'est, la zone soviétique en compte 17 millions. On aura donc 2 systèmes qui vont s'appliquer au même peuple, sur le même territoire. Le compte à rebours est donc lancé. Le 20 juin 1948, c'est une date qui change tout. Dans toute l'Allemagne de l'Ouest, une révolution silencieuse commence. Le Deutschmark remplace le Reichsmark sans valeur. L'opération est radicale. Chaque citoyen reçoit 40 Deutschmark en liquide. Le Kopfgeld, en français l'argent par tête. C'est un nouveau départ. Les comptes bancaires et les dettes sont divisés par 10. C'est un reset économique total. Et avec ça, la psychologie humaine opère sa magie. Ludwig Erhard, le père de la réforme économique allemande, raconte « En 25 heures, les vitrines vides depuis des années se sont remplies comme par magie. Pourquoi ? Parce que les producteurs qui cachaient leurs biens en attendant une monnaie stable les remettent instantanément sur le marché. Cet homme, Ludwig Erhard, est le véritable architecte du miracle. Ce professeur d'économie de 51 ans qui a refusé de rejoindre le parti nazi a une idée révolutionnaire. L'économie sociale de marché. Sa philosophie ? Le marché est social par nature car il force l'efficacité et récompense le mérite. Et Ludwig Erhard, il va vite. Le 24 juin, 4 jours après la réforme monétaire, il prend une décision audacieuse. Contre l'avis des experts alliés, il supprime le contrôle des prix sur 90% des produits. Le général Clay, gouverneur américain, le convoque furieux. Herr Erhard, mes conseillers me disent que vous faites une terrible erreur. Répond Erhard. Général, ne vous inquiétez pas, les miens aussi. Le pari est gagnant. La production industrielle explose de 85%. En parallèle, une réforme fiscale agressive abaisse les taux d'imposition.
Pour vous donner un exemple concret, le taux marginal d'imposition sur le revenu, qui a atteint un niveau de 95% sous l'occupation, est ramené à 50%. Cela encourage massivement l'investissement et la consommation. Et puis il y a le catalyseur, le plan Marshall. L'Allemagne de l'Ouest reçoit 1,44 milliard de dollars, ce qui vaut environ 18 milliards de dollars ajustés à l'inflation. Mais l'important, c'est plutôt son utilisation. L'argent n'est pas une simple aide, c'est un investissement. Il finance des projets ciblés, la modernisation du port de Hambourg, la construction de nouvelles centrales électriques en Rhénanie du Nord-Westphalie, la reconstruction des aciéries Tissan. Dean Acheson, secrétaire d'État américain, expliquait « Nous ne donnons pas de l'argent pour réparer, nous investissons pour moderniser ». Et c'est exactement ça qui s'est passé. Les nouvelles installations allemandes deviennent plus performantes que celles des vainqueurs. Le crédit bancaire, facilité par la nouvelle banque centrale, la banque Deutscher Länder, repart et finance les PME. Alors quel a été l'impact de toutes ces réformes? Accrochez-vous parce que les chiffres qui suivent sont vertigineux. En 1950 et 1965, l'économie ouest-allemande croît de 8,2% par an en moyenne. Pour comparer, le Royaume-Uni, vainqueur de la guerre, stagne à 2,7% et la France, pendant ses 30 glorieuses, atteint une moyenne de 5%. Le PIB passe donc d'environ 97 milliards de marks en 1950 à 302 milliards en 1965, soit le triple en seulement 15 ans. Prenons un symbole, Volkswagen. En 1948, l'usine de Wolfsburg produit 55 000 coccinelles. En 1962, c'est 1,2 million. Cette petite voiture bizarre, un projet nazi à l'origine, devient l'emblème mondial du miracle allemand. Mais ce n'est pas tout. L'Allemagne ne mise pas que sur l'automobile. Dans la chimie, le trio BASF, Bayer et Hoechst redevient leader mondial. Dans les machines-outils, l'Allemagne conquiert 22% du marché mondial. La précision et la fiabilité deviennent la marque de fabrique du Made in Germany. La sidérurgie est encore plus impressionnante. Souvenez-vous, 2,5 millions de tonnes en 1946. En 1965, c'est plus de 37,3 millions. L'Allemagne redevient le premier producteur d'acier européen. Mais la clé de tout, ce sont les exportations. En 1950, l'Allemagne exporte pour 8,4 milliards de marks. En 1965, c'est 71,7 milliards. Une multiplication par 8,5. Dès 1955, l'Allemagne de l'Ouest dépasse le Royaume-Uni. Ses principaux clients sont des voisins européens comme la France et l'Italie, mais aussi les États-Unis qui absorbent une part croissante de sa production. Cette prospérité irrigue toute la société. Le salaire ouvrier moyen triple. En 1960, 78% des ménages allemands ont un réfrigérateur, contre seulement 25% en France, et 42% possèdent une voiture. Les embouteillages du dimanche deviennent donc un nouveau signe de richesse. L'Allemagne découvre la société de consommation de masse. Pendant que l'Ouest connaît son miracle, que se passe-t-il à l'Est? C'est là que l'expérience grandeur nature devient cruelle. Même peuple, même culture, mais le rideau de fer impose deux systèmes. En RDA, Walter Ulbricht impose l'économie planifiée soviétique sous la supervision du Comecon, l'alliance économique du bloc de l'Est. Les entreprises sont nationalisées, l'agriculture est collectivisée. La priorité n'est pas la consommation, mais l'industrie lourde au service du bloc soviétique. Les chiffres ne mentent pas. En 1965, le PIB par habitant est-allemand ne représente qu'environ 40% de celui de l'Ouest. Un ouvrier à Essen produit 2,3 fois plus que la valeur qu'un ouvrier à Leipzig. Pour acheter une voiture, la fameuse Trabant en plastique, il faut s'inscrire sur une liste d'attente de plus de 10 ans. La vie quotidienne est marquée par le rationnement et les pénuries. Alors qu'à l'Ouest, on écoute du Elvis Presley, à l'Est, la culture est contrôlée. La Stasi, la police politique surveille tout. Le verdict le plus clair, ce sont les Allemands de l'Est eux-mêmes qui le donnent. Entre 1945 et 1961, 2,7 millions de personnes immigrent et fuient l'Est vers l'Ouest. C'est 16% de la population, souvent les plus jeunes et les plus qualifiés. Willy Brandt, alors maire de Berlin-Ouest, observe « Quand les gens fuient massivement un système, c'est que ce système a échoué ». Le 13 août 1961, le régime communiste érige le mur de Berlin. Cet aveu d'impuissance, ce mur de la honte, marque symboliquement la victoire écrasante du modèle ouest-allemand. Mais alors, au-delà des réformes et du plan Marshall, quels sont les ingrédients secrets de ce miracle? Le premier est souvent oublié, et c'est le capital humain. Malgré les pertes de la guerre, l'Allemagne dispose en 1945 de 8 millions d'ouvriers qualifiés et 600 000 ingénieurs. Les usines sont détruites, mais les compétences, le savoir-faire sont intacts. Le système de formation en alternance, le Duale Ausbildung, qui lie l'école technique et l'apprentissage en entreprise, est déjà une force. Et puis il y a le paradoxe des réfugiés. Ces 12 millions de déracinés, une tragédie humaine devient une force économique. Ils forment une main-d'œuvre mobile, flexible et incroyablement motivée à reconstruire leur vie. Un exemple, Peter von Siemens, descendant de la famille fondatrice, réfugié de Berlin, qui a joué un rôle clé dans la reconstruction de l'entreprise à Munich. Le deuxième secret, c'est la paix sociale. Patrons et syndicats, hantés par les conflits violents de la République de Weimar,
qui ont ouvert la voie au nazisme, choisissent la coopération, la Sozialpartnerschaft. La peur du chaos passé les pousse au consensus. Les chiffres sont édifiants. Entre 1950 et 1965, l'Allemagne perd en moyenne 0,2 jours de travail pour 1000 salariés à cause des grèves. En France, c'est 11 fois plus, au Royaume-Uni 20 fois plus. Les gains de productivité sont partagés, les salaires suivent la croissance, créant un cercle vertueux. Le troisième facteur, c'est l'innovation forcée. Obligées de tout reconstruire, les entreprises allemandes n'ont pas réparé leurs vieilles usines. Elles ont investi dans les technologies les plus récentes. En 1960, l'âge moyen des équipements industriels allemands est de 8,5 ans. En Grande-Bretagne, il est de 15,2 ans. Ce malheur initial se transforme en un avantage compétitif durable qui propulse la qualité du Made in Germany au sommet du monde. Récapitulons. En 20 ans, l'Allemagne de l'Ouest est passée d'un champ de ruines à la première puissance industrielle d'Europe, un parcours unique. Que retenir ? 3 leçons. Premièrement, l'importance des institutions. Une monnaie stable, des marchés libres mais régulés, un État qui fixe les règles du jeu. Deuxièmement, le rôle décisif du capital humain. Sans une population qualifiée et motivée, les meilleures réformes sont inutiles. Et troisièmement, la force du consensus social. Quand tous les acteurs d'une société partagent un projet commun, les résultats sont spectaculaires. Aujourd'hui encore, l'Allemagne reste la première économie européenne et beaucoup de ses forces actuelles sont des héritages directs du Wirtschaftswunder. Alors que de nombreux pays cherchent des solutions à leur crise, l'histoire du miracle allemand nous enseigne qu'avec les bonnes institutions, le bon capital humain et la volonté collective, même les situations les plus désespérées peuvent être renversées. Et c'est peut-être ça la leçon la plus importante de toutes.